Alors salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test d'une nouvelle machine. Donc vous avez déjà pu la voir sur certaines de mes vidéos. Il s'agit d'une Suzuki TS 125 de 1978. Alors c'est une machine qui a été modifiée. Elle n'est pas strictement d'origine, loin de là. Ce qui est d'origine, le moteur, le réservoir, l'habillage, l'échappement, tout ça c'est d'origine. Le garde-boue n'est pas d'origine. Normalement, alors, à la base, c'est un garde-boue haut en plastique que j'ai remplacé par un garde-boue, comme vous pouvez le voir, en métal chromé, qui était à l'origine sur un modèle TS, mais de 76. En 78, ils avaient décidé de mettre un garde-boue plastique haut. L'arrière a été modifié aussi. Normalement, vous avez tout un optique à l'arrière qui est beaucoup plus gros que ça, et les clignotants aussi ne sont pas d'origine. Je ne sais pas d'ailleurs d'où ils viennent. D'origine, ils sont pas forcément plus gros ni plus petits, mais ils ont une tronche différente, ils sont beaucoup plus ronds. Là c'est des gros trucs carrés qui ont dû être trouvés sur une autre machine. Je pense enlever tout ça et remplacer par quelque chose de plus discret. J'avais déjà pu le montrer lors du test du vinyle, donc j'ai mis du vinyle jaune sur l'optique de phare pour donner un look un peu plus vintage. Et après, donc après vous avoir montré un peu la machine, ce qu'on va faire, je vais faire une petite balade avec. Donc on est en Normandie. Aujourd'hui il fait relativement beau, on est sur la fin de l'été, là on est en septembre. On va aller se balader un petit peu et je vous donnerai par la suite un peu plus de mon ressenti sur les caractéristiques de cette moto. C'est une machine que j'ai eue pour très peu cher, hein. Elle m'a coûté 350 €. Et c'est quelque chose de très basique que j'utilise rarement et uniquement pour aller en forêt. Donc on va commencer par la démarrer. Hop. Alors vous pouvez voir qu'elle est un peu poussiéreuse, elle n'a pas servi depuis longtemps. Hop. J'espère qu'elle va démarrer. Je viens de faire le plein. L'essence est ouverte. Un petit coup de kick. Bon. Ça démarre au premier coup de kick. Ça fait toujours plaisir. Une machine un peu ancienne comme ça. Souvent ça démarre bien. Hop. Bon. Alors on va y aller mollo au début. Parce que pour aller en forêt je passe par un petit chemin de route. Alors c'est une moto qui est parfaitement homologuée à la base. Mais vu que je fais pas mal de forêt, j'ai je dirais le strict minimum. J'ai de l'éclairage, j'ai des clignotants. Mais vous pouvez voir que j'ai pas de rétro. C'est pas parce que je veux pas en mettre, c'est tout simplement qu'elle fait tellement de vibrations que j'en avais et je les ai perdus en roulant, quoi. Alors ça me fait un peu chier à chaque fois de racheter des trucs pour qu'ils tombent, parce que vous allez voir, c'est à haute vitesse, au-delà de 70-80, ça vibre énormément. Je suis obligé à chaque fois de resserrer les boulons parce que tout s'en va. Donc là j'ai pas de rétro. Et les clignotants ils fonctionnent, mais ils sont assez peu visibles parce que sur cette machine tout a été tout a été modifié pour qu'il y ait le moins de poids possible. Donc à la base il y a une batterie, mais là il n'y a plus rien. Ah. On va retrouver le point mort. Voilà. L'avantage des machines de temps comme ça, c'est que ça démarre très facilement, il n'y a pas besoin de se déchaîner sur le kick pendant 2 jours. Alors que si vous avez un monocylindre 4 temps, bah déjà il faut connaître bien la procédure pour savoir démarrer. Et il ne faut pas se rater, hein, sinon vous allez galérer. Alors vous pouvez voir que je fume pas mal, j'ai dû mettre un petit peu trop d'huile. Et on y va tranquillement. Alors j'espère que vous m'entendrez bien parce que c'est une machine qui fait quand même pas mal de bruit, bien que le pot est toujours d'origine avec la chicane.
et ça fait quand même pas mal de bruit, donc j'espère que vous m'entendrez bien. J'ai pas mis de caméra sur le guidon parce que j'ai déjà essayé précédemment de faire une vidéo avec la caméra directement sur le guidon. Il y a tellement de vibrations que ce que l'on voit c'est absolument c'est inutilisable. Ça nous fait des vrilles, des stries, ça vibre tellement que comment dire, la caméra n'arrive pas à prendre une image propre. Donc là la caméra est sur mon casque, le micro est pas loin aussi, est toujours sur mon casque. J'ai pas de micro déporté près de la bouche, j'ai pas trouvé matériel adéquat. J'espère que vous m'entendrez bien. Alors comme je vous l'ai dit, on va passer par un petit bout de mon village, et après on va essayer d'aller en forêt. Alors l'avantage du 2 temps, c'est que bien qu'il y ait un moteur très petit, on arrive à avoir une puissance spécifique en fonction de la cylindrée qui est assez importante. Par contre, cette puissance est délivrée uniquement à très haut régime, ce qui fait qu'à bas régime, on n'a aucune puissance, il n'y a pas de couple, il n'y a rien du tout, quoi. Ça fait qu'on est obligé tout le temps d'accélérer énormément pour avoir un petit peu de patate, pour réaccélérer, pour pas caler. C'est parfois assez pénible. Alors là, je vais très lentement parce qu'on peut voir qu'il y a des enfants sur la route. J'ai pas envie de les effrayer. Bonhomme sur la route. Beaucoup de monde aujourd'hui sur la route, sûrement à cause de la mise en place de la fête foraine. Là on roule tout cool pour pas faire peur aux gens. C'est aussi un des inconvénients du 2 temps, on est souvent pris pour un espèce de délinquant juvénile, vu que les gens sont habitués à ce que uniquement les scooters trafiqués fassent beaucoup de bruit. Donc là vous pouvez voir, je passe mes vitesses très rapidement, je monte pas du tout dans les tours. Un ZZR 1400, une moto hallucinante. C'est rare d'en voir sur la route parce que ça coûte assez cher. Mais c'était une des motos les plus puissantes quand c'est sorti. Maintenant depuis, il y a la concurrence qui s'est mise au niveau, mais ZZR 1400 est de mémoire toujours vendu chez Kawasaki. Coûte dans les 14 ou 15 000 euros. C'est une machine qui fait débrider près de 200 chevaux. Autant dire qu'avec la loi française et le bridage à 100 chevaux, c'est une machine qui n'a plus aucun intérêt, d'où le faible volume de vente de cette machine. Enfin voilà, c'était un petit aparté sur la machine qu'on a pu croiser. Là, j'espère que vous l'avez bien vu à l'écran, sinon je parle d'une machine que vous n'avez pas compris de pourquoi je parlais de ça. Une petite priorité à droite, on va faire attention. Alors l'inconvénient aussi de cette machine qui est de 78, c'est le freinage. Le moteur lui fonctionne bien, mais le freinage c'est tambour à l'avant, tambour à l'arrière. En plus l'arrière freine plus que l'avant. Autant vous dire que ça freine vraiment pas grand chose. Alors vous pouvez voir au bout de la rue une colline avec de la forêt. C'est par là-bas qu'on va se diriger.
Il y a pas mal de chemins de randonnée qui sont facilement utilisables en moto. J'espère que vous n'êtes pas trop gêné par le vent non plus. Sur la dernière vidéo que j'avais fait avec cette caméra, de mémoire, il n'y avait pas eu trop de problèmes de bruit à cause du vent. Mais bon, on sait jamais. On m'avait fait le reproche la dernière fois que la caméra était orientée trop bas. Donc là j'ai essayé de l'orienter un peu plus haut. J'espère que vous verrez mieux la route. Le problème c'est sur cette caméra, j'ai pas un retour en instantané, donc malheureusement je verrai le résultat que à la fin du reportage, hein, une fois que je serai chez moi en train de regarder les rushs. Et il m'arrive parfois de faire des reportages qui finissent directement à la poubelle. Tout simplement parce que c'est inexploitable. Par exemple, à cause des vibrations, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là, je vais accélérer un peu plus. Je ne sais pas si vous allez réussir à m'entendre à cause du bruit et des vibrations. J'essaye avec cette moto d'éviter de dépasser 70 km/h parce qu'au-delà de 70, il y a énormément de vibrations qui remontent dans le guidon et même avec des gants, on a du mal à tenir un guidon. Et la boîte de vitesse de toute façon est très courte. Même en accélérant à fond en 5e, je dépasse pas le 80. Sympa, il m'a laissé passer alors que j'aurais dû lui laisser la priorité à droite. Toujours cool de tomber sur des gens un petit peu respectueux, enfin des gens sympas quoi, qui voient bien que vous êtes avec une vieille machine, vous n'avez pas les mêmes capacités. Le pire bien sûr c'est les gens pressés qui vont au travail, ça m'arrive aussi bien sûr, mais j'essaye toujours un minimum de faire attention aux autres deux roues. Les deux roues sont vulnérables, faut pas l'oublier, il n'y a pas de carrosserie. Je suis obligé fréquemment de me retourner un petit peu, parce que vu que mon rétro, comme je vous l'ai dit, s'est fait la malle, je ne vois pas tout le temps ce qui se passe derrière. Alors vu que c'est une machine assez ancienne et j'ai pas vraiment l'historique, hein, c'est une machine qui m'a coûté, comme je vous l'ai dit, 350 €, j'allais pas être chiant avec l'ancien propriétaire. Il m'arrive d'avoir la boîte de vitesse parfois qui a une vitesse qui saute. Bon, c'est à mon avis tout simplement, c'est une machine qui a plus de 30 ans. Avec 78 je le rappelle. Hein. Alors on va arriver bientôt dans un chemin que j'ai déjà pris une fois. J'espère que c'est en bon état parce qu'il a plu pas mal la semaine dernière. Et s'il y a beaucoup de boue, ça risque d'être compliqué, voire dangereux. S'il y a des gens qui reconnaissent le coin, on est dans la vallée de l'Andelle ici.
Alors, où est ce fameux chemin? Alors je crois que j'ai zappé, que j'ai pas pris la bonne route. Il me semblait que c'était par là le chemin que j'avais pris une fois. J'ai dû me tromper. Pas grave. Là on sent que la machine a commencé à chauffer et elle marche mieux. Tout à l'heure elle rechignait un peu à monter dans les tours. Je me méfie parce que j'ai vu qu'il y avait une camionnette derrière moi. Alors personne en haut. Voilà, ça doit être ça le chemin que j'avais pris la dernière fois. Et nous voilà en forêt. Alors quand vous êtes en forêt avec une moto, toujours bien se méfier parce que souvent c'est très mal indiqué. Et vous pouvez vous retrouver parfois dans des chemins qui sont en fait interdits aux véhicules motorisés. Ça m'est arrivé plusieurs fois sans même le savoir parce que c'était très très mal indiqué. Enfin voilà, on va continuer, vous allez voir que ça monte pas mal. J'espère que vous m'entendez toujours bien, hein. Ce serait dommage de perdre toutes ces images. Alors là je suis un peu plus debout parce que avec l'inclinaison, si je reste assis, la moto ne se place pas bien. Il faut que je tienne fermement le guidon parce que vous pouvez voir qu'il y a énormément de cailloux. Ah, d'ailleurs là j'ai merdé, j'ai trop ralenti. Ah. Et le moteur qui cale, ça m'arrive fréquemment sur cette machine. Je pense qu'il va falloir que je retende tous les câbles d'embrayage et aussi de frein, qui deviennent un peu moins efficaces. Ah, bon, on va redémarrer. Retrouver le point mort. Alors il n'y a pas de démarrage électrique là-dessus, hein. Ah, je suis pas au point mort. Alors c'est pas forcément facile de trouver le point mort parce que cette moto n'ayant pas de batterie, j'ai pas de témoin. Faut que je trouve à chaque fois, juste en vérifiant que la machine ne recule pas. Et voilà. Et on est reparti. Alors c'est très gras, hein, comme je vous l'ai dit, il a plu les derniers jours. Donc j'ai assez de mal à garder une trajectoire stable. Voilà, c'est un peu plus facile, il y a moins de cailloux. L'avantage de ces petites 125 comme ça. Ah, voilà voilà ce dont je voulais parler tout à l'heure. Vous arrivez dans un chemin, ça se passe, puis après, d'un seul coup c'est interdit, il n'y a rien qui vous le signalait avant. C'est pénible ça. Bon, bah, je vais être obligé de faire demi-tour, c'est pas par là que j'étais passé la dernière fois, je me suis trompé. Heureusement que c'est une machine assez petite et légère. Hop. Ce que vous pouvez voir, s'ils ont mis ça, c'est pour interdire aux véhicules de passer. Ça passe en vélo, mais ça passe pas en moto. Enfin, si je voulais vraiment forcer, ça passerait, mais j'ai pas envie de me retrouver avec les gardes forestiers ou je ne sais qui viennent me reprocher d'être passé par là.
Alors oui, en descente on peut aussi facilement démarrer sans kicker, il suffit de laisser la machine descendre, vous relevez l'embrayage quand vous êtes en première et ça démarre tout seul. Alors là je vais faire attention parce que tout à l'heure il y avait énormément de cailloux, il faudrait pas que je me retrouve dans le fossé. Oups, je viens de caler, j'ai un petit peu trop freiné de l'arrière et je voulais pas appuyer sur l'embrayage pour pas que la moto se mette à perdre le frein moteur. Voilà. Mon ralenti est peut-être un peu bas aussi, c'est pour ça que je cale facilement. Enfin voilà, c'est un des gros problèmes je trouve, avec quand on fait des petites balades en moto comme ça, on se retrouve fréquemment dans des chemins, il n'y a rien qui vous indique que c'est interdit, et d'un seul coup, un barrage infranchissable, vous êtes obligé de faire demi-tour, et parfois c'est quasiment impossible de faire demi-tour, et là ça devient vraiment pénible. J'ai eu le cas une fois où j'étais en bord de la Seine, et il n'y avait pas la place pour faire demi-tour, sinon je mettais la moto dans l'eau. Je vous explique pas comment j'ai galéré pour réussir à faire franchir la moto à un fil barbelé. Alors j'essaie de me souvenir où était le chemin que j'avais en tête avant de commencer cette vidéo, mais j'arrive pas à me souvenir exactement où il se trouvait. C'est pas grave, on va continuer. De toute façon, il y a plein de forêts dans le coin. Il n'y a personne. Voilà, vous voyez là le bruit, hein, c'est parce que j'ai une vitesse qui a sauté par un faux point mort. Alors ici on a un joli panorama. Je vais essayer de ralentir pour vous montrer un peu. Vous voyez, on voit toute la vallée de la Seine. De nouveau un faux point mort. Vous pouvez voir que quand j'accélère, il n'y a pas de problème, la machine a quand même relativement assez de patates. Mais vu que c'est une transmission très courte, hein, on monte pas vite. On a une bonne accélération, mais on va pas vite. Alors ici je me méfie parce que la route est très étroite et souvent les gens arrivent vite, sans visibilité, j'ai pas envie de me prendre une camionnette ou un tracteur. Ici je vais prendre à gauche. Après bien sûr, quand vous achetez ce genre de machine, c'est purement pour la balade en forêt. Si vous essayez d'attaquer comme un mort, vous n'allez pas du tout avoir le même niveau de performance que pourrait avoir un YZ, un KX ou une WRX, enfin n'importe quelle moto de cross ou d'enduro un peu récente. Bien là, se mettre ça en tête. Déjà, là c'est qu'une 125 avec relativement peu de patates. Et le freinage n'est pas au niveau. Ce qui n'est pas au niveau d'une moto récente non plus, hein, c'est l'amortissement. Vous n'avez pas du tout les mêmes suspensions. Les suspensions sont beaucoup plus petites, d'un diamètre réduit.
Et si vous tapez, enfin si vous allez un peu vite, vous allez tout de suite vous retrouver en butée de suspension et perdre le contrôle. Alors vous voyez que la forêt, elle se balade, enfin elle est par là-bas, elle suit un peu comment dire, la colline. Là on n'a que des champs, donc c'est assez chiant, il n'y a rien à faire par ici. Mais je sais que dans la forêt là-bas, il y a pas mal de chemins intéressants. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous pouvez reconnaître un peu le coin, c'est à peu près ici que j'étais passé quand j'avais fait le test de la KTM 530 EXR en version super motard. Tout simplement parce que c'est des routes assez sympas et parce que c'est juste à côté de chez moi. On va essayer de taper une pointe. Alors, on peut voir que sur le compteur, j'arrive entre 80 et 90. Alors après, une fois de plus, je suis pas super convaincu de la fiabilité de ce compteur. Comme beaucoup de choses, je rappelle que la moto a du vécu. Elle est de 78. Et là tout de suite, j'ai fait une petite pointe et comme je vous l'ai dit, ça fait tellement de vibrations que j'ai encore les mains qui tremblent un peu, ça me pique dans les paumes. C'est vraiment des vibrations mais énormes. Enfin, énormes. C'est pas énorme par leur force, c'est pas une Harley, c'est énorme par leur fréquence. Ça vibre tellement vite qu'on a quasiment tout le corps qui vibre avec. Alors, je crois être revenu dans les endroits où il y avait quelques chemins intéressants. Je vais pas très vite pour voir où se trouvent les chemins. Ah bah voilà, il y en a un ici. Ça va, il n'y a pas trop de boue. Et on va aller se balader par là. Alors moi je suis pas un pro de l'enduro ni du cross, loin de là, mais j'en ai fait très peu, et la plupart du temps tout seul, donc sans aucun conseil. Moi je sais que quand je me balade dans ce genre de chemin un peu caillouteux, je me mets debout pour avoir une meilleure stabilité sur la moto. Et aussi ça me permet d'avoir le pied qui est tout le temps devant le frein arrière pour pas me péter la gueule. Parce que si je freine du frein avant dans la boue, c'est la chute assurée. C'est un des premiers trucs qu'on vous apprend à l'auto-école, à faible vitesse, pas de frein avant, uniquement du frein arrière. J'espère que dans les conditions d'éclairage comme ici, la qualité est quand même bonne, alors ça devrait. Moi j'avoue que là je vois relativement bien. Je vais pas trop vite, moi je me balade avec cette moto. Je suis pas là pour essayer de péter un chrono. Et de toute façon, ça serait me mettre en danger vu l'efficacité des freins et les suspensions. Mais pour la balade, c'est vraiment nickel. Parce que la moto est très légère. Sur les fiches techniques, elle est annoncée à 90 kg. Donc c'est à peine plus lourd qu'une petite moto de trial. Et aussi, ça consomme relativement peu. Alors bien sûr, c'est un 2 temps, vous n'allez pas réussir à faire 3 litres au 100 comme avec un 125 4 temps. Vous êtes aux alentours de 4, 5 litres maximum. Ah, c'est sympa ça. Un petit marais. Avec un genre de nénuphar au milieu, mais il n'y a pas de fleurs, un peu comme sur les fleurs de lotus. Alors j'ai pas le souvenir qu'il y avait cet étang avant. Alors est-ce que c'est les pluies qui ont créé ça? Je ne sais pas du tout. Oups, que je perde pas l'équilibre.
L'avantage aussi de ces machines des années 70-80, et même celles des années 60, c'est qu'elles sont très très petites. Moi je suis pas grand, vous avez peut-être dû le voir dans mes vidéos, moi je mesure à peine 1m70, et là avec ce genre de machine, la selle est très basse, j'ai les deux pieds qui touchent facilement à plat par terre, et ça me donne une stabilité et aussi une impression de sécurité sur la route et aussi dans les portions un peu instables. Que lorsque vous prenez les machines récentes, elles sont très très hautes, la selle la plupart du temps est au moins à cette hauteur là, ce qui fait que moi j'ai qu'un seul pied qui touche et la plupart du temps c'est un équilibre très très précaire, ce qui fait que je me fous au tas dès que je ralentis un peu, quoi. Donc monsieur les constructeurs de motos, si vous voyez ma vidéo, je pense que je suis pas le seul à apprécier les machines un peu basses, y compris pour aller en forêt. Parce que les machines hautes, c'est bien gentil pour la compète, mais pour ceux qui se baladent, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, j'ai pu voir que KTM avait, entre guillemets, compris un peu cette demande, vu qu'ils ont sorti une machine qui s'appelle la Freeride, qui est beaucoup moins typée compète et beaucoup plus basse. Par contre, elle est quasiment aussi chère. Elle est presque à 7 ou 8 000 euros. Je trouve que c'est très très cher pour un usage loisir comme moi j'en ai. Je rappelle, celle-ci, je l'ai achetée 350. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette machine ? J'avoue que je sais plus trop où j'en suis là avec la route et tout. J'ai pas pu faire ce que j'avais en tête, je suis pas passé par la bonne route. Si vous avez des questions vous concernant cette machine, la TS125, et son utilisation en balade forestière comme ici, n'hésitez pas à poster les questions sur YouTube ou même sur mon site ontestetout.com. D'ailleurs, je le rappelle, je le dis maintenant de plus en plus souvent, mais je vois beaucoup plus facilement les commentaires sur ontestetout.com que sur YouTube. Parfois, et j'ai pas la raison, mais je n'ai pas le mail qui me dit qu'il y a un commentaire. YouTube qui doit déconner parfois, ou peut-être mon truc de mail, enfin je sais pas. Mais il m'arrive de ne pas avoir les mails. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site ontestetout.com. Hop, bon, c'est bien joli tout ça. Beaucoup d'algues. On va continuer de se balader. Et je vais essayer de vous dire d'autres choses sur la moto que je vous ai pas encore raconté. La mécanique est extrêmement simple sur ce genre de machine, un petit 125 de temps. Vous trouvez facilement tout ce qui est pièces d'usure, les freins, les keychains, les joints pour la suspension, tout ce qui est moteur, on trouve facilement tout ce qui est pièces d'usure. Par contre, bien sûr, si vous pétez un réservoir, pour retrouver un réservoir d'origine, là, va falloir chercher dans le marché de l'occasion. Ce qui vous coûtera souvent assez cher, parce que bizarrement, les machines complètes qui ne sont pas en état concours sont très peu chères. Par contre, les machines en état concours, une comme ça, qui serait purement d'origine, à rien à faire, il y en a pour facilement 1500, voire plus, en fonction des millésimes et de la rareté de la machine. Et souvent, les gens qui achètent ces machines-là, en état passable moyen, un peu comme celle-ci, les démontent complètement et revendent pièce par pièce. Oui, et ceux qui font ça se font souvent beaucoup plus d'argent que s'ils avaient revendu la machine complète. Parce que là, je rappelle, celle-ci, moi je l'ai achetée 350 €. J'ai déjà regardé sur internet, les gens vendent souvent uniquement le réservoir, un réservoir en bon état, dans les 200 €. Hop, on est reparti. Petit coup de kick. Alors après, je vais pas vous faire un cours de conduite, mais dans la forêt, c'est peut-être même, c'est un truc bête, mais c'est comme sur la route, il faut toujours regarder le plus loin possible, sinon vous vous faites surprendre par ce qui arrive devant et vous n'avez pas le temps de réagir. Et il faut aussi connaître ses réflexes, connaître sa machine. Moi là, je sais que c'est une machine qui a peu de freins, que si jamais je vais trop vite, j'aurai pas la possibilité de m'arrêter, donc je préfère y aller cool. Et en plus, je dirais que ça correspond plus à ce que j'ai envie de faire. Je suis pas là pour me prendre pour un champion de MX. Je sais bien que j'ai pas le niveau et que je vais finir dans un arbre avec les jambes pétées ou pire.
Alors quand il y a des ornières comme ça, c'est assez chiant. Parce que vous avez souvent du mal à en sortir. Ça vous fait un peu comme un rail. Alors c'est un chemin par ici? Oui, c'est un chemin. Ah ouais, et de mémoire j'ai déjà emprunté ce chemin et on va se retrouver dans la même situation que tout à l'heure avec une interdiction. Alors je vais y aller, je vais avancer un tout petit peu pour voir s'il n'y a pas un panneau. Il va falloir aussi que je me renseigne sur tout ce qui est signalisation sur les arbres concernant les randonnées, parce qu'à chaque fois j'avoue que je connais pas la signification de ces trucs et peut-être que parfois ça pourrait m'aider. Ah voilà, vous voyez le panneau interdit, donc au moins là c'est clair dès le début, faut pas que j'aille par là. Donc je vais faire un petit demi-tour. Et donc vous pouvez voir, hein, c'est assez pénible. Hein. En fait, trouver un itinéraire qui est purement légal en moto, vous n'allez pas risquer de vous prendre, je veux dire, soit le propriétaire du terrain qui vous course, soit les gardes forestiers qui vont commencer à vous embêter. Bah, c'est assez compliqué. Hein. J'ai pas trouvé d'application sur le net qui permettait de gérer ça. Quoi. Vous avez maintenant énormément d'applications pour la randonnée, pour la course à pied, pour tout ce qui est balade en vélo. Mais j'ai pas trouvé d'équivalent qui prendrait en compte les difficultés qu'on peut avoir nous en moto. Parce qu'en moto, on est soumis à des réglementations qui n'ont pas cours lorsque vous êtes bien sûr sur un véhicule non motorisé. Alors ça se voit mal parce qu'en plus là les ornières sont un peu cachées avec l'herbe. J'ai essayé de me mettre complètement en dehors. Sinon on est encore en lisière de forêt. Hein. Le plus pénible, hein, c'est moi ce qui m'a un peu calmé sur mes balades, c'est de me retrouver comme ça devant plein de panneaux interdits ou avec des gens qui vous regardent bizarrement, genre mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Bon, heureusement c'est pas à chaque fois. Hein. Il arrive parfois de tomber sur des gens parfaitement charmants. Alors je crois que je peux aller sur la droite. Alors il y a un pilier mais il n'y a pas de panneau. Je sais pas ce que ça indique. On va aller voir. On va y aller cool. Parce que ça a l'air assez étroit. Puis aussi moi ce qui me fait le plus, enfin ce qui m'embête le plus aussi, c'est de déranger les gens quoi. C'est vrai que tomber sur une moto alors qu'on est en famille avec des chiens ou ce genre de truc, c'est pas forcément... Enfin, il y en a qui apprécient pas, quoi. Il y en a qui s'en fichent, qui comprennent bien que la route est à tout le monde et que tous les chemins sont pas interdits aux motos, encore heureux, quoi. Oups. Alors là, ça descend un petit peu... peut-être un peu trop pour mon frein. Donc je vais y aller quasiment à l'arrêt, parce que j'ai pas envie de prendre de vitesse. Ouais, le problème sur cette machine, hein, c'est vraiment le freinage. Quoique, je suis en train de me demander si je suis pas en train de faire une énorme bêtise. Je sais plus si j'ai déjà emprunté ce chemin ou pas. Après, maintenant, le problème, c'est que je peux plus vraiment faire demi-tour. Ah, puis j'ai le pied qui glisse.
Ouais, là je suis un peu embêté parce que de mémoire, cette route, je crois qu'elle mène sur une impasse une fois de plus. Et ça va être la galère pour remonter. Ouais, bon. Il va falloir prendre une décision. Hop. Alors je vais descendre comme ça. Voilà, j'ai passé la racine qui m'embêtait là. Ça se voit pas forcément sur les vidéos, ça je m'en suis déjà aperçu. Mais le dénivelé est quand même assez important ici. Si je me laissais partir avec le peu de frein que j'ai, je suis pas convaincu que j'arriverai à m'arrêter quoi. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte hein, si vous achetez ce genre de machine. Hein. Soit vous avez une machine, vous êtes capable de modifier le freinage pour la rendre plus sûre, soit il faut rouler vraiment cool. Hein. Là vous voyez, je descends au frein moteur, je suis en première, frein arrière, un tout petit peu de frein avant pour me stabiliser. Je prends pas de vitesse parce que je sais que si je prends trop de vitesse, ça va être la galère pour m'arrêter. En plus, il y a pas mal de feuilles. Comme je vous l'ai dit, on est en fin de l'été. Hein. Certains arbres qui commencent déjà à perdre leurs feuilles. Je pense que ça va devenir vraiment casse-gueule dans ce genre de chemin d'ici un mois. Alors dans les descentes, normalement, on se met le plus vers l'arrière possible pour pas basculer vers l'avant. Et dans les montées, c'est l'inverse. On se met le plus vers l'avant possible pour pas basculer vers l'arrière. Il y a beaucoup de racines, de cailloux. C'est assez dangereux en fait. Hein. Si on se rate, on peut rapidement se retrouver dans le fossé. Et là, le fossé à côté, ça tombe un peu à pic. Hein. Ouais, ça m'embête de ne pas avoir retrouvé le chemin que j'avais envie de prendre tout à l'heure. Parce que là, ici, hein, c'est quand même assez casse-gueule. Hein. Faut vraiment regarder où on veut aller. Pas se laisser embarquer par la pente. Ouais, ça descend de plus en plus. Hein. Allez, là je galère un peu là. Ça, je pense que sur les vidéos ça doit pas être impressionnant du tout. Hein. Et en fait, je sais bien que si je laisse la moto descendre d'elle-même, je vais me mettre en danger. Pas non plus que je perde totalement le contrôle. Parce que le problème dans ce genre d'endroit, c'est si vous bloquez complètement l'arrière.
soit ça croche relativement bien et ça vous arrête net, soit ça croche pas et vous continuez de glisser et donc vous perdez en distance de freinage et ça devient compliqué. C'est pour ça que vous entendez le moteur qui essaie de repartir tout le temps. C'est parce que là je descends en jouant un peu avec l'embrayage pour que le frein moteur me bloque. En fait je bloque et je débloque la roue arrière, ce qui me permet de ralentir. C'est bien ce que je pensais, je vais être en galère au bout de la rue, mais bon. J'ai pas réidentifié assez rapidement le chemin. Pourquoi je suis en galère. Bon, il faut que j'essaie de passer entre ces trucs. Heureusement c'est une moto assez fine. J'espère que je vais y réussir. J'essaie de la mettre. Je me fais avoir, faut pas que je la prenne sur la selle. C'est la galère. Et voilà. Eh ben dis donc, faut se battre hein. Ah. J'ai un peu bousillé les autocollants sur le côté. C'est risque hein. Pareil, il faut bien savoir que si vous avez une machine comme ça et que vous espérez la préserver parfaitement en état d'origine en vous en servant, c'est impossible. Alors là je vois que ça passe à côté de l'habitation, je vais pas redémarrer tout de suite. D'ailleurs sur tout ce qui est machine hein, de tout terrain, enduro ou cross, hein, c'est
futile de croire qu'on pourra les garder en bon état. C'est des machines qui sont faites pour aller dans les conditions les plus extrêmes possibles. Vous allez forcément tomber, ou pire. Ah bah on revient à l'endroit où on était tout à l'heure, le bas de la descente. Ouais, je fais quelques belles griffes sur le côté de la moto, moi. Ah, on ne peut plus démarrer. Qu'est-ce qui lui arrive ? Hop, alors. Ça redémarre pas, bizarre. Je vais m'arrêter sur le côté pour rester au milieu de la route. Alors je suis pas au point mort. Là non plus. Là j'y suis. Bah voilà. Bon, on va repartir pour pas énerver trop le chien. Alors je viens de m'apercevoir, j'ai des feuilles plein la moto. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Je me méfie toujours. Ah, des travaux. Ah, même facile d'y aller. C'est bizarre à expliquer, mais le manque de frein me pénalise moins, enfin j'ai l'impression qu'il est moins pénalisant sur la route. Peut-être parce que j'ai plus l'habitude, que j'arrive à mieux anticiper. C'est vrai que j'ai très peu de temps de roulage en forêt. Bon, j'ai malheureusement plus vraiment d'endroits de forêt à vous montrer dans le coin, parce que là il y a des chemins par ici, mais même chose que tout à l'heure, en fait ils sont interdits. Quand on commence à s'engager, au bout d'une cinquantaine de mètres, on a un panneau. Alors je vais vous montrer un coin assez touristique. C'est les écluses en fait. Les écluses de Pitre, en Normandie, hein, vous l'aurez compris. Et voilà les fameuses écluses. On va s'arrêter 2 petites secondes ici. En plus à côté d'une jolie péniche. Hop.
Voilà. Le batelier. Soi-disant que le transport fluvial, c'est ce qui pollue le moins. Ça pollue moins que le train. J'avoue que j'ai pas suivi l'étude exacte pour savoir comment ils sont employés pour déduire de ça. Mais j'aime bien les péniches. Enfin, on n'est pas là pour faire une vidéo sur les péniches. Retour sur la Suzuki TS 125. Alors déjà, je vais vous montrer la belle balafre que j'ai fait sur le côté. À cause de ces saloperies de trucs qui interdisent aux motos de passer, ça laisse juste passer un vélo. Donc voilà ce qui m'est arrivé. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais ici vous avez pu voir que j'ai une plaque qui remplace le compte-tour. À la base il y a un compte-tour. Je ne sais pas s'il était défaillant ou s'il a été cassé, et l'ancien propriétaire avait fait ça, une petite plaque avec le témoin de plein phare, feu de route quoi, et de point mort. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette machine pour conclure? C'est une machine, je dirais, qui pourrait être parfaite si elle avait un meilleur freinage. Donc peut-être qu'il y a possibilité d'améliorer le freinage. Là j'avoue que je me suis pas encore renseigné vraiment sur comment faire. Peut-être des meilleures mâchoires pour les freins, ou après il y a sûrement possibilité de changer toutes les roues et de mettre des freins à disque, et rajouter des mètres cylindres et tout ça, mais là ce serait vraiment se lancer dans des frais quoi. À moins de vouloir faire un projet vraiment poussé et d'investir de l'argent dedans, moi je me vois pas investir dans un frein à disque sur cette machine. Sinon c'est une bonne machine, moi j'aime bien son look, surtout avec les petites modifs que j'ai faites. Que je peux vous dire d'autre sur cette machine pour conclure? Pas grand chose de mémoire. Tout ce qui est électrique fonctionne encore, mais souvent sur ces machines là il faut se méfier du faisceau électrique, hein. Les câbles ont plus de 35 ans. Il peut y avoir des câbles qui deviennent défaillants, ou les isolants qui commencent à ne plus fonctionner. Donc souvent on commence à avoir quelques problèmes électriques sur ces machines. Je pense que la fourche n'est pas d'origine, ou alors elle a été modifiée, ce qu'on peut voir ici, hein, des trucs bizarres. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère surtout que vous m'avez entendu et que vous avez une bonne qualité d'image, parce que je suis encore un peu en phase de test avec toutes mes caméras là. Si vous avez des questions concernant ce véhicule, n'hésitez pas, que je le redis, à poster vos commentaires sur YouTube ou sur ontestetout.com, et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau test ou une nouvelle balade. À bientôt.